Imaginez un monde où l'on vous promet monts et merveilles dès votre majorité. Des vacances de rêve, des bonus alléchants et une liberté financière apparente. Un monde où chaque achat vous rapporte des récompenses et où chaque dépense semble vous rapprocher d'un voyage gratuit ou encore d'un cashback miraculeux. Mais si cette générosité n'était qu'un mirage bien orchestré? Et si, derrière ces promesses, se cachait un piège invisible conçu pour vous faire dépenser toujours plus, tout en enrichissant les banques? Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'univers fascinant des cartes de crédit et nous poserons un regard à la fois critique et curieux sur deux systèmes apparemment opposés, l'exubérance américaine et la prudence française. Comment ces deux modèles fonctionnent-ils, qui en profitent vraiment et surtout qui paye la facture à la fin? Mais attention! En France, nous avons tendance à confondre carte de crédit et carte de débit, et ce sont deux choses bien différentes. Les cartes de débit, qui sont majoritaires ici, ne fonctionnent pas de la même manière. Et dans cette vidéo, nous allons plutôt nous attarder sur les cartes de crédit à proprement parler. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les dessous d'un système qui façonne notre quotidien, souvent à notre insu. Mais avant de plonger dans les détails, laissez-moi vous poser une question. Saviez-vous que chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit, vous participez à une redistribution invisible de la richesse? Et si je vous disais que les plus pauvres subventionnent indirectement les avantages des plus riches? Alors restez jusqu'à la fin parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de voir ces petits rectangles de plastique. Et quoi de mieux pour cette vidéo que de débuter par le pays qui a inventé les cartes de crédit? Aux États-Unis, l'accès au crédit est à portée de clic. Imaginez un jeune adulte de 18 ans, fraîchement diplômé du lycée, sans emploi, sans historique de crédit et sans même avoir ouvert un compte bancaire dans sa vie. En quelques minutes, depuis son canapé, il peut se voir octroyer une ligne de crédit de 1000 $, voire plus. Mais vous pensez peut-être que les conditions sont strictes, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. Une date de naissance et un numéro de sécurité sociale suffisent. Pas besoin de justifier de revenus, pas besoin de garantie, juste un clic et voilà, l'argent est là, prêt à être dépensé. Et ce scénario qui semble presque trop beau pour être vrai est pourtant la réalité pour des millions d'Américains dans leur quotidien. En 2023, près de 70% des jeunes adultes de 18 à 24 ans possèdent au moins une carte de crédit. Mais ce n'est pas tout. Les banques font preuve d'ingéniosité pour attirer ces nouveaux clients. Offres de bienvenue, bonus de parrainage, récompenses instantanées, aides pour payer leur cursus universitaire, leur permis, etc. Tout est fait pour que ce jeune adulte se sente comme un roi, du moins pendant un court laps de temps. Mais ce n'est pas tout. Si ce jeune adulte paye le solde total de sa carte de crédit chaque mois ou active le paiement automatique, il sera rapidement considéré comme un client privilégié par les banques. Et en échange, il bénéficiera de récompenses intéressantes, surtout sur le papier. 6% de cashback sur les courses, 5% sur les voyages, 4% sur les restaurants, ainsi que des avantages supplémentaires. Assurance voyage gratuite, accès au salon d'aéroport, crédit Uber et même un abonnement Disney+ offert. Et pour que ce soit plus simple à comprendre, prenons l'exemple de la Chase Sapphire Reserve, l'une des cartes les plus prisées aux États-Unis. Pour les frais annuels de 550 $, elle offre un bonus de bienvenue de 1000 $ si vous dépassez 4000 $ dans les 3 premiers mois. Elle inclut également un crédit annuel de 300 $ sur les voyages, un accès gratuit au lounge d'aéroport Priority Pass et un remboursement de 50% sur les points utilisés pour réserver des voyages. En 2023, plus de 2 millions d'Américains ont souscrit à cette carte, séduits par ses avantages mirobolants. Mais alors, comment les banques peuvent-elles se permettre d'offrir autant d'avantages aussi extravagants? La réponse réside dans un mécanisme bien huilé, qui repose sur des transactions rentables pour elles. En 2023, l'encours total des dettes de cartes de crédit aux États-Unis a dépassé les 1000 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 1000 milliards de dollars. Et devinez quoi, une partie non négligeable de cet argent sert à financer les récompenses des autres. C'est tout simplement un Ponzi géant déguisé. Eh bien, le secret réside dans les frais de transaction, aussi appelé interchange. Et vous le savez mieux que moi, chaque fois que vous utilisez votre carte, le commerçant paye une petite commission à la banque. Aux États-Unis, ces frais varient entre 1,5 et 3,5% du montant de la transaction, selon le type de carte et le réseau utilisé. Et en 2023, ces frais ont généré plus de 90 milliards de dollars de revenus
pour les banques américaines. Mais ce système ne s'arrête pas là. Les banques tirent également profit des taux d'intérêt élevés appliqués sur les dettes non remboursées. En 2023, le taux d'intérêt moyen sur les cartes de crédit aux États-Unis était de 22%, un chiffre qui a presque doublé depuis 2010. Pourtant, malgré ces taux élevés, les cartes de crédit restent incroyablement populaires. En 2023, les Américains ont effectué plus de 60% de leurs dépenses avec des cartes de crédit, contre moins de 20% en espèces. Et cette dépendance au crédit est en partie due à la culture de la consommation. Après tout, qui ne voudrait pas gagner des points pour un voyage gratuit ou encore économiser de l'argent sur ses courses? Personne à première vue. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo sur l'un des pères fondateurs de ce modèle économique, qui n'est autre que Dee Hock, avec la création de Visa. Alors, je vous invite grandement à aller voir cette vidéo juste après celle-ci, car elle est en toute humilité très intéressante selon moi. Je vous mets le lien en description pour la retrouver facilement. Mais cette utopie du crédit facile a bien évidemment un coût caché. Les récompenses offertes par les cartes de crédit sont en réalité financées par les frais de transaction et les intérêts payés par les autres clients. En d'autres termes, ceux qui ne parviennent pas à rembourser leurs dettes attendent, subventionnent indirectement les avantages des plus riches via les intérêts. Alors, comment les banques parviennent-elles à maintenir ce système en place? Eh bien, la réponse réside dans une combinaison de marketing agressif, de psychologie comportementale et de régulation laxiste. Les campagnes publicitaires mettent en avant les récompenses et les avantages, tout en minimisant les risques. Les taux d'intérêt élevés sont souvent relégués en petits caractères, tandis que les bonus de bienvenue sont mis en avant de manière spectaculaire. En 2023, les banques américaines ont dépensé plus de 10 milliards de dollars en marketing pour les cartes de crédit, un chiffre en constante augmentation. Alors, la prochaine fois que vous verrez une publicité pour une carte de crédit offrant des récompenses mirobolantes, posez-vous la question: qui paye réellement pour ces avantages? Et surtout, à quel prix? Les cartes de crédit ne sont pas un cadeau des banques, elles sont un business, et comme tout business, elles sont conçues pour générer des profits. Alors, avant de succomber à l'appel du cashback ou des assurances gratuites, demandez-vous si vous êtes vraiment celui qui en profite, ou celui qui paye la facture. Mais derrière les promesses alléchantes des cartes de crédit se cache une réalité bien moins glamour. Si les récompenses et les avantages sont mis en avant pour séduire les consommateurs, le véritable moteur de ce système repose sur une mécanique impitoyable: exploiter les vulnérabilités financières de certains pour financer les privilèges des autres. C'est ce qu'on appelle la redistribution invisible de la richesse, un mécanisme où les plus vulnérables subventionnent les plus riches. Et cette mécanique, loin d'être un hasard, est soigneusement orchestrée par les banques et les réseaux de cartes de crédit. Prenons maintenant un autre exemple, encore plus triste que le précédent, celui de Alan, un jeune homme qui pourrait faire partie de votre famille. En 2025, il a souscrit à une carte de crédit offrant un cashback de 2% sur tous ses achats. Séduit par cette promesse, il a commencé à utiliser sa carte pour tout: courses, essence, vêtements pour ses enfants. Mais lorsque sa voiture est tombée en panne, il a dû dépenser 2000 $ pour les réparations, une somme qu'il n'avait pas. Résultat, il n'a pas pu rembourser la totalité de sa dette à la fin du mois. Avec un taux d'intérêt de 20%, sa dette a rapidement gonflé et aujourd'hui, il paye plus de 400 $ par mois en intérêt seulement, sans parvenir à réduire son solde. Et pendant ce temps, les clients qui payent intégralement chaque mois profitent de leurs récompenses, en partie financées par les intérêts que Alan est en train de verser. Mais ce système ne se contente pas de profiter des dettes individuelles. Il repose également sur une stratégie bien rodée pour maximiser les profits. Par exemple, les banques ciblent délibérément les consommateurs les plus vulnérables, comme les jeunes adultes ou les personnes à faible revenu, en leur offrant des cartes avec des limites de crédit élevées et des récompenses attractives. Et une fois piégés dans le cycle de la dette, ces clients deviennent une source de revenus stable pour les banques. Mais les conséquences de ce système vont bien au-delà des dettes individuelles. Elles ont un impact profond sur la société dans son ensemble. En 2023, près de 40% des Américains ont admis avoir accumulé des dettes de cartes de crédit qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Pour certains, cela se traduit par des faillites, des saisies ou une spirale de dettes qui peut durer des années.
pour d'autres, cela signifie renoncer à des projets de vie, comme acheter une maison ou financer les études de leurs enfants par exemple. Et pendant ce temps, les banques continuent de prospérer. En 2023, les revenus générés par les cartes de crédit ont augmenté de 8% par rapport à l'année précédente, atteignant un record de 176 milliards de dollars. Une partie de ces revenus est réinvestie dans des campagnes publicitaires pour attirer de nouveaux clients, perpétuant ainsi le cycle. Comme je l'ai expliqué en début de cette vidéo, il faut comprendre la différence entre carte de crédit et carte de débit, que l'on a tendance à confondre. En France, le crédit ne se présente pas avec le même mirage étincelant qu'aux États-Unis. Ici, nous n'avons pas de cashback à 6%, pas de voyage gratuit ou encore moins de crédit Uber illimité. Et en 2023, on compte seulement 0,27 cartes de crédit par habitant contre près de 4 aux États-Unis. Mais ne vous y trompez pas, cette sobriété apparente ne signifie pas que les banques françaises ne gagnent pas d'argent. Au contraire, elles ont simplement trouvé d'autres moyens de remplir leur coffre, tout en naviguant dans un cadre réglementaire bien plus strict. La réglementation française et plus largement européenne impose des plafonds stricts sur les frais d'interchange, ces commissions que les commerçants payent aux banques à chaque transaction. En France, ces frais sont plafonnés à 0,3% pour les cartes de débit et 0,9% pour les cartes de crédit, contre 2% ou plus aux États-Unis. Et cette différence est le fruit d'une volonté politique de protéger les consommateurs et les commerçants des dérives observées outre-Atlantique. Mais alors, comment les banques françaises parviennent-elles à rester rentables dans un tel environnement ? Eh bien, en 2023, ces frais ont généré plus de 2 milliards d'euros de revenus pour les banques françaises. Et c'est le même principe qu'aux États-Unis. Les commerçants intègrent ces frais d'interchange dans leurs marges, ce qui se répercute sur les prix finaux. Et une étude de la Banque de France a estimé que les ménages utilisant principalement du cash payent en moyenne 150 € de plus par an à cause de cette redistribution invisible. Mais ce n'est pas tout. Les banques françaises ont également développé d'autres sources de revenus, comme les frais annuels des cartes premium. Par exemple, une carte Gold ou Platinum peut coûter entre 100 et 400 € par an. Ces frais, souvent justifiés par des assurances et des services annexes, représentent une source de revenus stable pour les banques. Et en 2023, près de 40% des détenteurs de cartes premium en France ont admis ne pas utiliser ces assurances, mais ils les payent quand même, souvent sans s'en rendre compte. C'est comme un peu la mutuelle que vous payez chaque mois alors que vous n'allez pratiquement jamais chez le médecin. Et parfois, il est même plutôt économique de ne pas payer cette mutuelle et de payer plein pot, quand on est jeune principalement. En France, les cartes de crédit sont également moins utilisées pour les dépenses quotidiennes. En 2023, seulement 20% des transactions étaient effectuées avec des cartes de crédit, contre plus de 60% aux États-Unis. Cette différence s'explique en partie par la culture financière française qui privilégie la prudence et l'épargne. Mais elle est aussi le résultat d'une régulation stricte qui limite les dérives. Par exemple, les banques françaises sont tenues de vérifier la solvabilité des clients avant d'accorder une carte de crédit, ce qui réduit le risque de surendettement. Mais cette rigueur réglementaire n'est pas sans conséquences. En limitant les frais d'interchange, la France et l'Europe ont également limité les récompenses offertes par les cartes de crédit. En 2023, une étude a révélé que seulement 15% des cartes de crédit en France offraient du cashback, contre plus de 80% aux États-Unis. Et cette différence est souvent perçue comme une entrave à l'innovation et à la compétitivité du marché français. Mais est-ce vraiment le cas ? En réalité, cette rigueur réglementaire a permis d'éviter les excès observés aux États-Unis. Par exemple, en 2023, le taux de défaut sur les cartes de crédit en France était seulement de 2%, contre plus de 10% aux États-Unis. Mais cette rigueur n'est pas sans défi. En 2023, les néobanques et les fintechs ont commencé à perturber le marché français en proposant des cartes avec du cashback et des récompenses, s'inspirant du modèle américain. Par exemple, Revolut et N26 offrent désormais des cartes avec du cashback allant jusqu'à 1% sur tous les achats. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quel système vous convient le mieux ? Celui qui flirte avec l'excès ou bien celui qui privilégie la stabilité ? Dites-le moi dans les commentaires. Personnellement, je suis rassuré de voir que la France et l'Europe ont mis en place des garde-fous pour éviter les dérives du système américain. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est que nous pourrions rapidement basculer vers un système à l'américaine,
tendance que nous voyons un peu dans tous les domaines aujourd'hui. Et si cette tendance se confirme, alors les consommateurs français pourraient bientôt être confrontés aux mêmes problèmes que les Américains. Les temps sont assez durs pour se rajouter de nouveaux problèmes, surtout lorsque l'on sait que la majorité des achats sont compulsifs et psychologiques, et n'ont souvent rien à voir avec des besoins primaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cela m'aide grandement pour le référencement. Merci d'être de plus en plus nombreux et merci pour vos messages de soutien. Cela me fait réellement plaisir. N'hésitez surtout pas de liker cette vidéo et de la partager si vous pensez que cela en vaut la peine. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.